Ce podcast vous est présenté par Canadian Tire, qui vous invite à prendre rendez-vous en ligne dès maintenant pour votre prochain service automobile. Canadian Tire, notre garage. Par Albi Occasion, le plus beau choix de véhicules de qualité. Et par Oxio, vendez sans tracas. Avez-vous déjà rêvé d'être pilote de course? Peut-être que oui, peut-être que non, mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est peut-être beaucoup plus accessible que vous le croyez. Effectivement, grâce aux simulateurs maintenant, on peut se peaufiner dans l'univers de la course automobile. Et aujourd'hui, j'ai deux intervenants qui vont venir nous en parler des courses sur simulateur. On a Alain Léon, qui est organisateur de la série EGT Canada, ainsi que Claude Labrec, qui est un pilote et un photographe aussi des courses. Ils vont nous expliquer un peu comment ça fonctionne. Est-ce que les simulateurs sont rendus bons aujourd'hui? Est-ce que c'est agréable de jouer à ça? Est-ce que c'est un jeu, justement, ou c'est plus une simulation? Bref, on va répondre à toutes ces questions-là et découvrir une nouvelle facette de l'univers automobile. Merci d'être bien connectés et désolé si je vous fais dépenser un peu de sous dans les prochaines semaines parce que ça a l'air pas mal trippant. Là. Ça se peut même que moi-même, je m'équipe. Bref, vous allez voir, je pense que c'est une belle passion qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Et merci surtout à nos précieux commanditaires, Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Salut Samuel! Bonjour Kim! Donc aujourd'hui, on est avec Albi Occasion pour répondre à des questions de nos auditeurs. Yes! Je te lance tout de suite. On a Pierre-Olivier qui doit trouver une camionnette d'occasion compacte ou intermédiaire qui est capable de remorquer environ 5000 livres pour sa compagnie de paysagement. OK, quand même. Fait qu'on va travailler avec le véhicule. 5000 livres dans le compact. On va tomber vite dans le plein les bras. Je pense au Under Ridgeline, un produit qui fait 5000 livres. Donc ça, je déconseille ça tout de suite. Intermédiaire, ça peut être intéressant peut-être d'aller voir un petit peu plus gros, mais j'irai pas chercher des grosses motorisations. Tu sais, vois-tu, regarde, j'ai mis la section dans la recherche avancée du site Albi Occasion, la section camion pour voir un peu les options qu'on a. C'est sûr que, tu sais, j'ai un RAM ici qui peut peut-être être intéressant, mais ça dépend du moteur. J'ai pas envie d'avoir des grosses mécaniques bien compliquées. OK, c'est le V6 3.6 litres. Ça, vois-tu, j'aime ça. Une motorisation qui a fait sa preuve. Fiable, on l'a vu dans le Grand Caravan, on l'a vu à peu près dans tous les véhicules de Stellantis, qui va être capable d'effectuer la tâche, qui est un petit peu plus gros aussi. Ouais. Si on recharge le 5000 livres souvent, ça se peut qu'on ait plein les bras. Là. On va sûrement le voir s'écraser. Les suspensions arrière. Exact. Ouais. C'est des suspensions indépendantes qu'on a là-dessus. On va sûrement le voir s'écraser un peu. S'il se tient un peu en bas, on devrait bien s'en sortir avec un RAM. Mais tu sais, un 3.6, ça reste un moteur, je pense, pour le quotidien qui peut être intéressant. Sinon, tu sais, on tombe vite dans les grosses camionnettes. Puis là, les prix montent aussi. Là, vois-tu, ça, j'aime ça. Un Nissan Frontier Pro 4X. On a 6400 livres de remorquage. Donc, on a quand même un jeu ici. Ce sera même jusqu'à 6700 si on a les options nécessaires. Un V6 3.8 litres que j'aime. Une automatique très simple aussi là-dedans. Rien de compliqué. C'est un VUS compact. Donc, si on veut avoir quelque chose d'un petit peu plus agile en ville, on est dans une entreprise de paysagement, s'il faut se promener dans les quartiers résidentiels, ces choses-là. J'aime ça. Je pense que ça va être ça mon choix. Un Nissan Frontier. Un Pro 4X de même. J'aime ça. 34 000 km, bien équipé. 47 000 quand même. Valeur de revente qui reste bonne aussi. La fiabilité devrait être correcte également. Et c'est un camion recommandé par RPM également. Très important. Bonjour, messieurs. Hey, bonjour. Quel plaisir de vous recevoir au podcast RPM. Êtes-vous content d'être là, Jean-André? Oui, première pour moi. Première fois que je suis dans un podcast. Oui, pas la première pour moi, mais quand même, je suis très heureux d'être ici. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tu sais, Alain, je sais que tu es organisateur de EGT Canada. Effectivement. Qui est une grosse bébite que peu de monde connaissent dans l'univers des mortels, là, des gens qui ne font pas du virtuel, ils ne conduisent pas des voitures dans des championnats virtuels. Mais au Canada, ça commence à être quelque chose d'assez important. Et que je dirais même à travers le monde. Depuis la COVID, qu'est-ce qu'on appelle le sim racing, donc la course virtuelle par simulateur, elle a grandement explosé. Ah oui, hein? D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi que Claude est là aussi. EGT Canada a commencé en février 2020. Okay. Et donc, à ce moment-là, c'était une petite gang d'amis, de connaissances qui se sont rencontrés puis qui ont commencé à faire des courses puis ils se sont dit, on pourrait faire vraiment comme dans la vraie vie. On organisait un championnat, des points, des pénalités, etc., etc. C'était des amis au début qui jouaient à... C'est quoi les jeux? Y a-t-il un jeu en particulier? Nous, présentement, on utilise surtout deux plateformes. Il y en a une qui est faite par un groupe italien qui s'appelle Assetto Corsa Competition, ACC.
Normalement, on l'appelle ACC. C'est plus facile que parler l'italien. Mais en même temps, tu l'as tellement bien dit, comme c'était avec le bon accent. Mon Dieu Seigneur! Ouais, l'accent espagnol aide un peu. Oui. Mais non, effectivement, donc on utilise beaucoup ACC à cette course de compétition. Et puis, l'autre qui est très populaire, c'est iRacing. iRacing, ça fait très longtemps que ça existe, depuis 2009, si je ne me trompe pas. Okay. Là. Ça fait quand même longtemps. Chacun, il a leur avantage, désavantage. Donc, il y a des gens qui sont plus portés à aller vers une que l'autre, mais c'est majoritairement les deux championnats qu'on offre. Encore là, il y a d'autres... on peut les appeler jeux, mais c'est vraiment des simulations. C'est la physique de la voiture qui est étudiée, les comportements de la piste, la température. Il y a plein de variables qui viennent faire que tu as un véhicule bien setupé, bien réglé pour une course, des jours, des soirs, des nuits, ou la pluie, qui fait la différence. Donc, on est pilote, mais on est aussi ingénieur, et il y a d'autres personnes qui sont excellents aussi comme photographe. Donc, Claude, c'est notre photographe qui est vraiment, vraiment bon. Là. En tout cas, si vous savez la chance de le J'aimerais voir. mieux être reconnu comme pilote que reconnu comme photographe. C'est la vie. Mais tu es aussi pilote, Claude. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que tu es là. Pilote, C'est que tu participes aux événements de EGT Canada. Oui, exact. Cette saison, c'est la 13e saison de EGT Canada. Puis moi, j'ai commencé à la saison 4. OK. À la saison 4, quand j'ai joint l'organisation de EGT Canada, j'avais 0 expérience. Alors, C'est en quelle année, ça, de 2020 qu'ils ont lancé ça? À ce moment-là, c'était 2021. Saison, donc, 2021, OK. 2021. C'est ça, ça fonctionne pas des saisons, c'est pas des années, là. C'est Non, comme des c'est cycles ça. de saison. Exact. OK. Disons que de septembre à décembre et de janvier à mai. Donc, ça compose un an. Il y a 2 saisons par année. J'ai joint à la saison 4, un peu parce que je me cherchais quelque chose à faire pendant la COVID, comme plusieurs. Moi, comme plusieurs vont le découvrir aujourd'hui en regardant peut-être le podcast, je pourrais être le grand-père de plusieurs pilotes. Je suis pas le pilote typique chez EGT Canada, mais j'ai toujours eu une passion pour l'automobile. Parlons-en. T'as quel âge, Claude? J'ai 68. 68 ans. 68 ans. C'est donc bien ouais. trippant. Oui, c'est super. Écoute, moi, je fais cette activité-là, environ 6 à 10 heures par semaine Wow. d'entraînement puis de photographie. C'est le niveau d'investissement que j'ai besoin, moi, pour être au niveau où je suis dans EGT Canada. Il y a des pilotes qui ont un talent naturel. Écoute, il y a des pilotes, là, je les vois arriver. Ils connaissent la piste, ils arrivent 1 heure avant, ils font un peu de pratique, puis déjà sont top niveau dans les premières positions. Moi, c'est pas comme ça du tout. Moi, j'ai besoin de travailler pour gagner ma place et garder ma place dans l'organisation. Puis tu disais que t'es un passionné de voiture. Ouais, ben écoute, quand j'ai eu 40 ans, ma blonde m'a donné un cours de conduite à l'école Jim Russell. Oui. Quand j'ai eu 50 ans, elle m'a donné des vouchers pour aller à Mirabel chez Icar. Ah oui. Et puis, il m'est arrivé quelque chose, je sais pas, il y en a plusieurs qui vont se souvenir que Jean Alési avait gagné le Grand Prix de Montréal. Et pendant son tour, à la fin, il n'avait pas pu faire le tour complet du circuit. Je pense qu'il avait embarqué sur le tour de il était tellement content, il a pleuré et son auto, il a stallé, il a arrêté. Il l'a calé, là. En bon Ouais, français, en là. bon français. Il l'a calé. Exact. Puis, quand il est revenu 2 ans plus tard, pendant les qualifications, Jean Alési, sa voiture avait brisé dans l'épingle. Estrade 24. Moi, j'étais là. J'ai été pendant 20 ans, j'ai été au Grand Prix de Montréal, toujours à la même place, avec les mêmes gars. Puis, pendant les qualifs, cette année-là, Jean Alési, sa voiture a arrêté juste en avant de nous autres. Puis, les gens ont commencé à scander son nom. Et il a traversé la piste en courant, puis il a lancé son casque dans la foule. Moi, je mesure 6 pieds 5. Ça paraît pas quand on est assis comme ça, mais j'ai sauté, joueur de volleyball, j'ai sauté le plus haut que je pouvais. J'ai attrapé le casque de Jean Alési, le vrai. Et tu l'as encore? Non, en fait, je l'ai vendu l'année dernière. Ah, ça, je ne savais pas. Je l'ai eu pendant, je pense que c'est en 98. Autour de... Ouais, puis on a déménagé de la rive nord à la rive sud, de la rive sud à la rive nord plutôt. Puis je disais à ma blonde, je pense que je vais vendre le casque d'Alési. Ça fait que j'avais ça dans mon garde-robe. C'est pas quelque chose que tu exposes dans le salon. Là, Puis il faut aimer les autos, puis je peux comprendre. Ouais, fait que je l'ai eu pendant une 20aine d'années. J'ai surpris du monde une fois, parce que j'ai un ami qui est avocat, puis il me dit « Hey Claude, on va faire du karting, tu sais, à Saint-Roch-de-la-Chigan. »
Fait que là, il dit, prends ton casque, tu sais, puis je le dirai pas à personne. Fait que j'arrive là avec mon casque dans son étui. Puis quand j'ai sorti le casque pour me le mettre sur la tête, là, il y a plusieurs gars qui travaillent là, puis le propriétaire de la piste, ils ont dit, mon Dieu, c'est-tu le casque de Jean Alési? J'ai dit, oui, c'est ça. Hey. Il n'en revenait pas, il y a du monde qui l'a essayé, ont pris des photos. C'est un petit événement, mais c'est la seule fois où je l'ai sorti vraiment pour le montrer à du monde. Ben, je t'entends parler, puis je sens la passion, tu sais. Oui, C'était un beau moment. Ouais. Puis finalement, quand j'ai décidé de le vendre, j'ai contacté une compagnie à Toronto spécialisée dans les mémorabilia de F1. OK. Et je leur ai expliqué ce que j'avais. Puis ils m'ont dit, écoute, tu croiras pas ça. Moi, j'ai la combinaison de Jean Alési, cet endroit-là. Et qui manquait pour faire l'ensemble. Ouais. Puis il dit, si tu me vends ton casque, j'ai déjà quelqu'un qui va acheter le casque et la combinaison. Fait qu'écoute, on a fait une transaction. C'est indiscret de savoir comment t'as vendu? Non, 10 000 US. Wow! Ouais. Wow, quand même! 10 000 US, c'est pas un casque qui avait été porté en course, mais il avait été porté en qualification. Quand même. Puis j'avais tout l'historique. Là, quand c'est arrivé, j'ai été photographié par un journaliste de la revue Autosport en Angleterre. OK. Puis ça a apparu dans une revue, fait que j'avais ces revues-là. J'ai été interviewé à CKMF dans ce temps-là. J'avais la cassette, j'avais le programme, les billets, j'avais tout gardé ça. Puis c'était en haut dans mon garde-robe. Fait que j'ai vendu le package. Puis écoute, c'est un beau cadeau. C'est peut-être avec cet argent-là que j'ai payé une partie de l'équipement de simulation que j'ai présentement. Ben oui, parce que revenons à la simulation. Mais Claude, c'est ouais, extraordinaire ce que tu as vécu. Ça me fait complètement capoter. C'est effectivement. capoter. Puis c'est important aussi, tu sais, des fois, on se dit, tu sais, les gens qui tripent sur les sports motorisés, c'est fou de se dire que des pièces de collection comme ça peuvent valoir aussi cher monétairement, mais les souvenirs aussi que ça donne. Tu sais, oui, il y a l'argent, mais il y a aussi, tu sais, tu m'en parles, puis c'est un souvenir que tu vas avoir toute ta vie. Même si tu n'as plus le casque C'est aujourd'hui, sûr. il existe encore dans ton histoire. Ah oui, j'ai encore des photos, j'ai encore plein d'affaires. Fait que, tu sais, ça, c'est vraiment génial. Les courses de simulation, vous n'avez pas besoin de casque quand on fait ça? Non, écoute, il y a des gens qui vont streamer leurs courses. Donc, il y a La diffusion en direct. là. Exactement. Et donc, il y a certaines personnes que j'ai déjà vues sur Twitch ou YouTube. Les gens, ils vont mettre carrément un casque. Donc, ça fait plus réel. Ils vont vraiment enfermer leur section de simulation pour avoir le feeling d'être dans un véhicule. Ils vont mettre jusqu'à mettre les filets. C'est couloiserie, vraiment, l'espace. C'est vraiment pousser la simulation à son maximum. Les choses qu'on ne peut pas reproduire, évidemment, c'est les forger. Même si on a des plateformes qui te permettent de bouger. J'ai déjà vu ça, là, des genres de plateformes qui, lorsqu'on tourne, on voit que la plateforme penche pour donner l'effet de forger. Ouais, là. effectivement. Ça prend-tu ça pour faire... Non, Ça non, ne non. prend pas ça. Une chose qui est importante, là, faut pas que les gens s'imaginent que faire de la simulation, c'est quelque chose qu'en débutant, tu investis beaucoup. Ben moi, je vais c'est ça qui dire, me faisait peur, on dirait. Écoute, j'ai commencé, là, quand j'ai commencé la simulation, je sortais de Flight Simulator, je faisais de la simulation d'avion. Oui, oui. J'avais un écran 27 pouces Oui. sur un Macintosh, puis j'avais un petit volant, puis je m'amusais avec mes amis, on se parlait, puis on faisait des vols préparés. On avait un contrôleur aérien. Mais au bout de 3 ou 4 ans, je trouvais que ça bougeait pas assez, puis ma passion d'automobile était toujours bouillante en arrière. Ah oui. Il y avait un casque que- aussi dans le garde-robe qui te rappelait. Oui, il y avait le casque dans le garde-robe qui me lançait des appels à l'occasion. Claude, ah ouais, prends le volant. Là, Ben, c'est ça. Fait que finalement, j'ai acheté sur Marketplace, écoute, un kit usagé, 150$. OK. J'ai bâti un petit rig en 2x4. J'ai été chez une cour à scrap, j'ai acheté un banc de Volkswagen Jetta usagé. Total de mon affaire, ça a coûté 200$. Ah, mon Dieu. Puis j'ai commencé à courser avec ça. J'ai eu du fun tout de suite en partant. Je me suis dit, on laisse aller. J'ai vendu tout mon kit d'aviation usagé. Puis j'ai commencé à faire de la simulation. C'est vraiment là que c'est quand tu t'es mis à le faire que tu as compris l'intérêt de Exact. la simulation. Là. Parce que autant c'est plaisant de voler, puis de voler avec des amis, puis d'atterrir sur des pistes, puis des défis, atterrir sur un porte-avions, mais quand tu commences à avoir un live timing, puis tu vois que tes temps s'améliorent, puis tu te mets à faire dans des salons où on appelle des lobbies sur ACC, Assetto Corsa Competition, il y a des salons où tu peux te joindre, puis tu cours contre des pilotes que tu connais pas, qui sont partout dans le monde. À ce moment-là, tu te rends compte, tu deviens très humble parce que tu penses que tu es bon parce que tu es tout seul chez vous. Ah oui, hein? Là, tu rentres là-dessus, puis tu es 28e sur 28. Là, tu commences à comprendre, puis tu commences à t'intéresser, puis à essayer de t'améliorer, puis de voir comment tu peux faire pour t'améliorer. Mais C'est pas les outils qui manquent pour s'améliorer dans ce domaine. Effectivement, c'est
un sport, si on peut l'appeler comme ça, ou un hobby qui ne coûte pas nécessairement très cher pour commencer. Dans notre cas, à SGT Canada, on fonctionne juste avec des gens qui ont des ordinateurs, puisque la plateforme comme Assetto Corsa Competizione et iRacing sont tellement demandantes que donc ça prend un ordinateur. On peut le faire aussi sur PlayStation. Ouais, une Xbox. console. Tu sais, les consoles sont rendues évoluées beaucoup aussi. Là. J'entends beaucoup dire que. Il y a quand même les ordinateurs. Puis là, vous parlez à un néophyte vous connaissez pas ça. Là, La base chez EGT, c'est ça. Ça fonctionne pas avec les consoles. Ça prend absolument un ordinateur. Puissant, j'imagine aussi. Un ordinateur assez puissant. Non, pas nécessairement. Tout dépend de comment je dirais, les côtés graphiques que tu veux pousser. Donc, oui, c'est un ordinateur très puissant, mais tu vas voir des graphiques qui sont beaucoup plus nets, beaucoup plus propres. Mais tu peux faire des compromis et donc rendre que ça soit fluide. Évidemment, quand on conduit, il y a deux choses qui sont importantes. Le temps, ton point de corps, ton point de freinage, puis qui est en avant, en arrière. Donc, c'est les deux choses. Ta perception au niveau sur la piste. Donc, à ce moment-là, qu'il y ait des spectateurs, que le gazon soit vert, jaune ou de sable, c'est pas nécessairement important. Donc, il y a moyen de faire des compromis. Donc, un ordinateur... pourrait être dédié juste à ça aussi. Ça prend un ordinateur dédié juste pour la simulateur. Non, en fait, il y a des gens qui utilisent leur ordinateur de travail et qui utilisent un laptop aussi. Ça dépend. Ça marche sur laptop? On peut avoir ça sur un ordinateur? Oui, non, il y a possibilité de faire plein de compromis sans vouloir investir trop. Mais évidemment, sky is the limit. Il y a des gens qui ont des ordinateurs qui vaut 8 000, 10 000 $, des systèmes de volants, des pédales, des sièges, etc. On peut aller dans les 50 000, 60 000 $ quand même. Là. Ça fait pas en sorte que tu es meilleur, par contre. Effectivement, c'est la chose qui est très agréable. Une des meilleures... La chose qui est très agréable, c'est pas parce que tu as du cash exact. que tu vas être bon dans le jeu. C'est un peu comme la vraie vie. T'sais, on va sur des pistes de course, puis on voit ça. Je sais pas si vous avez déjà fait de la course aussi sur des circuits, mais c'est drôle ce que Claude, ce que tu disais, c'est que quand tu courses avec d'autres gens ailleurs, tu te rends compte vite que tu te fais asseoir à ta place. Là. Moi, ça m'arrive souvent quand je vais sur la piste avec des pilotes professionnels, parce que tu te dis juste, bon, OK, clairement, là, c'est une profession. Hein? Être pilote, il y a des gens pour qui c'est une profession, puis moi, j'aime dire que j'adore conduire. Je pense que je suis correct avec un volant, mais je suis pas un pilote. Au même titre que j'aime cuisiner, mais je suis pas un chef cuisinier. Moi, je veux dire, c'est une profession, faire ça. Là. Pas pour te relancer, me conter une anecdote, là, puis on est tous dans le pilotage ou dans d'autres choses. Moi, je suis un skieur. Je fais beaucoup de ski alpin depuis longtemps. Hein. T'es un tripeux, Claude. Tu fais plein d'affaires. Oui, tout à fait. La retraite, là, ça permet de faire beaucoup de choses. Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu la prépares avant. C'est que tu commences pas à faire du ski alpin à la retraite. Tu commences à 20 ans. Bien sûr. Puis t'en fais tout le temps. Puis quand tu arrives à la retraite, fait qu'on fait du ski au Mont-Tremblant régulièrement. Je suis un bien meilleur skieur que pilote et photographe. Fait que, encore là, je pense que je suis un bon skieur. Puis une fois, je suis dans une piste qui s'appelle la piste Éric Gay au Mont-Tremblant. Écoute, je skie rapidement. Ça va bien. Il y a un gars qui passe à côté de moi, là. Écoute. Une fusée. Une fusée. Tu sais, c'est Max Verstappen du ski. J'arrive dans le chalet pour dîner avec ma blonde. Je regarde le gars qui rentre. C'est lui qui m'a dépassé. Il enlève son casque. C'était Éric Gay lui-même. Tu sais, skieur olympique. Là, tu dis, OK, il m'a dépassé, mais c'est correct. Il a le droit. C'est correct. Ça va, c'est correct. Ouais, les courses, on en parle depuis tantôt, puis j'essaie que les gens comprennent bien aussi, parce que même pour moi, c'est un peu néophyte. Puis là, on a dit plein de choses assez importantes. On a dit, il y a des gens de partout dans le monde qui jouent. Il y a deux j'aurais pas dire des jeux, mais j'aimerais dire des simulateurs. Il y a deux plateformes que vous utilisez qui sont dédiées à la simulation de course. Fait qu'on n'est pas en train de jouer à un jeu d'arcade. Là. On est vraiment c'est vraiment de la simulation. C'est qui le genre de gens qui participent à ces courses-là? Écoute, on a une grande communauté. Évidemment, il y a des gens qui sont à la retraite comme Claude. On a quelqu'un qui, justement, il est commentateur et qui est à la retraite aussi, mais qui conduit aussi. Donc, on a beaucoup parce que excuse-moi, il y a des commentateurs? Oui, effectivement. Oui. Donc, écoute, une des choses importantes pour les pilotes, tu sais, les pilotes travaillent fort et de voir leur travail reconnu, c'est intéressant. Mais de voir leur travail de pilotage, le temps qu'ils mettent sur la pratique, sur les temps, sur la livrée, quand ils développent
l'aspect physique de la voiture. Donc, au début de la saison, un pilote va choisir une voiture avec laquelle il va courir toute la saison. OK, on peut pas changer comme dans les jeux. Moi, je joue à Forza des fois, Motorsport. Là, Une fois que tu as décidé dans un championnat, une fois que tu as décidé que tu conduisais, moi, je conduis la McLaren 720 Evo. Une fois que j'ai décidé de faire mes qualifications puis que je conduis cette voiture-là, c'est celle-là pour toute la saison. OK. Alors, les pilotes aiment savoir que leur performance augmente. Puis une des bonnes façons de voir, c'est de regarder la diffusion YouTube qui est faite de chacune des courses de GT Canada. Et chacune des courses est diffusée et commentée par des commentateurs. Wow! C'est pareil comme en vrai. Wow! On est vraiment chanceux. On a une équipe de commentateurs qui sont très, très, très bons. Honnêtement, qu'est-ce qu'on voit à la télé, on les voit sur YouTube, c'est la même qualité des commentateurs ou commentatrices, parce qu'on est chanceux, on a des commentatrices aussi. Et puis, ils amènent leur expérience, ils amènent leur connaissance, puisqu'ils sont dans la communauté. Ben, on connaît tous des petits détails, des petites anecdotes. Un peu comme la F1 là. Voilà, mais encore plus, comment je dirais, plus friendly, plus amical. Ouais. Puisque tout le monde se connaît. Et donc, on a des jeunes qui ont... notre pilote le plus jeune, il n'a même pas 18 ans. OK. Il y a 17 ans, il vient d'avoir 18 ans, en fait. Mais évidemment, on a déjà eu des jeunes qui sont passés, évidemment, les études sont là, mais des 15-16 ans qui ont déjà aussi fait des courses amicales avec nous. Okay. Des personnes retraitées, des pères de famille, des personnes célibataires, des filles qui ont coursé, au point que c'est leurs conjoints qui ont dit viens donc essayer. Et leur conjointe est venue essayer. Donc, ils ont conduit sur le même simulateur à des soirées différentes. On a des duos père-fils. Ouais, on a des duos deux frères. OK. Puis je pense même que dans la famille Plante, il y a déjà eu 3 personnes qui portaient le même nom. Un des personnes qui sont là depuis le début, c'est un des frères qui a commencé. Les frères a suivi. Après ça, eux ont une compagnie. Et bien, des employés à eux se sont joints. Et donc, quand on regarde les diffusions sur YouTube, ben c'est toute l'équipe, toutes les familles, tous les amis qui regardent ça. C'est beau à voir. Y a-tu beaucoup de gens qui écoutent les diffusions en direct? Écoute, en moyenne, ça tourne autour de 400 personnes vont quand même regarder un cours. C'est bon, hein, des gens qui choisissent de dédier à ça. Ça fait partie un peu du e-sport, l'univers du e-sport qui est les jeux, j'arrête pas de dire jeux, excusez-moi, c'est pas les bons termes, là, mais c'est l'univers c'est les jeux vidéo, là, ça je peux le dire. Mais la simulation. Mais aussi tu peux dire ce que tu veux, en fait, on se sent pas... Mais c'est le e-sport aussi, dans le sens que, tu sais, je sais qu'il y a des courses, j'ai parlé avec le réalisateur de RPM+, Alexandre Sabourin, il est venu au podcast, il y a pas longtemps, on a discuté ensemble d'une autre des jobs qu'il fait. Lui, c'est de réaliser des entrevues pour le e-sport à l'international. Lui, il fait Gran Turismo. Okay, ouais, puis les autres, je sais qu'ils font des tournois partout dans le monde, tout ça, dans des arénas, c'est rempli de monde. Puis lui, dans le fond, il fait comme les entrevues entre les courses pour présenter les pilotes. Ah oui, OK. Fait que lui, il s'occupe d'aller voir les pilotes puis de faire leur histoire. Puis j'étais comme, mais c'est donc rendu capoté. Est-ce que vous sentez de l'intérêt grandissant? Tranquillement, c'est un e-sport, c'est comment je pourrais dire ça? C'est un hobby, on avait dit au début, un hobby qui grandit de plus en plus. L'équipement est rendu de plus en plus accessible. Donc, on peut acheter, comme Claude disait, lui acheter son équipement usagé, mais on peut acheter des choses neuves qui sont vraiment pas chères comparé à ce qu'il était il y a 5 ans. Il y a 5 ans, mon premier volant, je l'ai payé 3 000 $. L'équivalent maintenant de ces mêmes matériels-là, maintenant, tu peux les trouver pour 500 $. C'est dommage. Donc, la dévaluation du produit est là, mais écoute, c'est juste que c'est tellement populaire que ça a fait que tous les producteurs des matériels pour simulateurs de course automobile, ben la compétition est là féroce et donc les prix ont descendu. La qualité a augmenté, les prix ont descendu, donc c'est un bon moment. Là. Il y a déjà eu 2 ou 3 compagnies qui géraient l'ensemble du hardware. Il y avait un peu le monopole. Oui, exact. Aujourd'hui, si on parle juste de pédales, tu peux acheter des pédales d'une 20aine de manufacturiers. Puis c'est rendu assez... Il y a un bon niveau de qualité un peu partout. OK. Alors, capable d'avoir quelque chose de bon rapport qualité-prix. Exact. Parlez-moi de quoi ça a l'air un championnat. T'sais, là, on a parlé un peu de ce qu'on a besoin. Le simulateur est assez accessible, on vient de le dire. Là, parce que là, ça me crée des besoins. Là, vous comprendrez bien, là, depuis tantôt, j'arrête pas de me dire, à soir, je commence. On t'imagine, là, tu dis...
la prochaine saison de GT Canada, J'embarque, ça me mettons. tente d'embarquer. Ouais, mettons, j'embarque. Ça va être- Ça ressemble à quoi? Ça va être au mois de septembre de l'année prochaine. Hein? Effectivement. C'est là que ça va commencer, le prochain Donc, championnat. C'est la quoi saison l'implication? 14. Parlez-moi de ça. Là. Parlez-moi de c'est quoi une course, là, on jase. On va faire quelqu'un qui commence avec nous. Moi. Donc, tu vas commencer à te renseigner, à aller chercher qu'est-ce que tu as besoin comme équipement. Une fois que tu vas voir ton équipement, donc l'ordinateur, le volant, les pédales, c'est qu'est-ce qu'on a besoin. Et évidemment, un écran. Il y en a certains qui le font avec un casque VR, mais on va en parler plus tard. Et après ça, on te demande de faire tes qualifications, donc ton classement. Les gens vont se préparer sur une piste avec une condition X, Y qui sont prédéterminées et les gens vont faire des tours valides parce que tu peux... Un tour avec une sortie de piste, ça ne compte pas. Donc, on veut des 10 tours qui sont valides. Et là, ça va nous permettre d'être classés. Donc, tu peux être un pilote AM, un pilote Silver, un pilote Pro-Am ou un pilote Pro. OK, ça, c'est les catégories. Exactement. Ouais, exact. Amateur, AM, j'imagine, là, c'est Je comme plus amateur. reviendrai même un petit peu, un peu avant ça. C'est que va falloir que tu choisisses dans les quatre types de courses que tu peux faire chez EGT sur une des deux plateformes, soit du GT3 chez ACC, GT3 qui sont des voitures Mais comme la McLaren que tu conduis. performantes. Oui, dans ce que moi je conduis. Les Porsche GT3 RS. Exact, des Mercedes. BMW M4 compétition coupée, je pense aussi. Exactement. Il y a des Lamborghini, Aston Martin. Oui. Fait qu'il y a un choix d'une quinzaine de voitures. Va falloir que tu excitant. choisisses, est-ce que tu veux faire ACC en GT3? Est-ce que tu vas vouloir faire du iRacing en Mazda MX-5? Effectivement. Oh, wow! Là, c'est tout le monde a la même voiture. Est-ce que tu vas vouloir faire du iRacing en TCR Oui, ou GT4. ou GT4? C'est multiclasse. Puis est-ce que tu vas Touring vouloir... Car Racing TCR, hein? Fait que, ouais, c'est ça. Donc, c'est des des voitures. Hyundai dans ça? Dès il y a l'entre des- TCR qui existe, d'ailleurs, là, la Exact. NTCR qui Oui, existe, ouais. effectivement, c'est basé sur cette... la voiture des rues Oui. est basée quand même sur la voiture des Ben, ils ont fait une édition même au Canada, TCR, que j'ai eu la chance de conduire l'année oui. passée, Ouais. avec l'espèce d'aileron en arrière, on dirait une planche à repasser là-dessus, c'était cœur. Mais j'ai eu du fun à chauffer ça dans la vraie vie, là, le plaisir. J'étais un gamin de 8 ans. J'ai eu du fun. Là. Moi, je conduis sur ACC GT3, mais la dernière catégorie chez iRacing, c'est GT3 aussi. Donc, c'est ça, c'est la GT3, GT4 TCR qui sont... GT4 TCR sont ensemble. Donc, c'est deux types de voitures très différentes. Et Les ils sont compétitions dans la même, OK. la même piste au même moment. Donc, ça fait des batailles très excitantes. Et comme tu avais dit, la MX1, la Miata, donc tout le monde a la même voiture. Donc, c'est vraiment encore plus le talent qui décide versus une Porsche qui est plus rapide que la McLaren ou quelque chose comme ça. Puis là, avant d'arriver aux qualifications dont Alain Fait a que tu parlé, choisis un peu ton jeu. c'est tu choisis la plateforme, ouais. tu choisis le type de voiture, puis après ça, c'est dans le type de voiture. Mettons que tu décides, moi, c'est ACC GT3. Là, il y a 12 voitures. Tu es chez vous, tout seul, dans ta chambre, avec ton système. Tu choisis la voiture que tu vas prendre. Pour toutes sortes de raisons, il y a des voitures à moteur avant, des voitures moteur central. Il y a le bruit. Il y a le bruit de la transmission. Il y a comment les freins fonctionnent. Moi, écoute, c'est la 9e saison en GT3 et c'est la 9e saison que j'ai la McLaren. Je suis fidèle à McLaren. J'aime le son, j'aime la conduite, la position. Je la connais bien. J'ai mes setups de préparer. Pour recommencer dans une autre voiture, ça serait beaucoup de travail. Mais moi, j'ai pas d'hésitation. C'est GT3 McLaren. Une fois que tu as fait ça, puis EGT annonce que les qualifications vont se faire, disons, la dernière semaine du mois d'août, ils annoncent une semaine avant la piste sur laquelle la qualification va avoir lieu. Donc, tu as une semaine pour te pratiquer. Ça fait que là, tu as choisi ta voiture, tu entres sur un serveur qui est mis à disposition par EGT avec les conditions réelles dans lesquelles tu vas faire ta qualification. Piste à 23 degrés, température ambiante à 30 degrés, soleil 2 heures l'après-midi. Là, tu crées un serveur pour toi sur le jeu, ou tu vas sur un serveur qui est offert avec ces conditions-là par EGT. Et là, tu commences à faire des laps. Tu commences à tourner. Et tu trouves ton pace, tes points de freinage, tes apex, à quel endroit tu dois gérer. Comme dans la vraie vie. Pareil Tout comme à fait. dans la vraie vie. Ben oui. Tout à fait. Pareil comme dans la vraie vie. C'est une petite parenthèse, c'est vraiment ce qui est excitant de la course, malgré le fait qu'il est virtuel, c'est que tout est dans ta tête. Donc, quand tu as un véhicule qui est en arrière de toi, qui te met de la pression, T'allumes une lumière là, pour te dépasser. même si c'est pas vrai, ton cerveau il dit
Lui, il essaie de me dépasser. Je peux pas le laisser passer. Il y a un stress. Parce qu'on Donc, est... le stress, il est là. Ah oui. L'écart, il est On là. est toujours en course. Moi, je dis toujours ça à des amis. T'étais pas arrivé premier, c'est pas grave. Je suis toujours en course avec le gars d'en avant puis le gars d'en arrière. Il y a toujours quelqu'un en avant de toi, il y a toujours quelqu'un en arrière. T'sais. Fait que tant que t'arrives à quelque part là-dedans puis t'es satisfait de ta performance. Exact, Voilà. exact. T'as passé un bon Fait que la moment. semaine des qualifications, là, t'as assez pratiqué. Puis l'important, si EGT le dit souvent, puis les pilotes sur le Discord où on discute ensemble, les pilotes le disent, pratique pas plus pour ta qualification que tu vas avoir la chance de pratiquer pour chacune des courses. Parce que ce que tu veux pas faire, c'est pratiquer 20 heures pour une qualification. Te faire classer en pro, mais que t'arrives dans le AM, mettons. Exactement. Je comprends. Ça fait que si tu pratiques 3 heures par semaine, fais 3 heures de pratique, fais ta qualif. Pendant la qualif, tu te logs quand tu veux, 24 heures par jour, pendant 7 jours. Tu te logs, t'embarques tout seul sur la piste, puis tu as une demi-heure sur le serveur. Il faut que tu fasses un minimum de 10 tours. 10 tours. C'est là OK. qu'Alain... Puis c'est là qu'après ça va te classer pour le restant de la Exact. saison. Effectivement, ça nous permet de classer les pilotes en conséquence de leur niveau. Et malgré ça, on a toujours quand même des pilotes qui sont... des fois, ils sont très vite quand ils sont tout seuls sur la piste, mais quand que l'adrénaline embarque, on commet des erreurs. Oui, Claude c'est peut ça. en parler, il y en a fait des erreurs, moi j'en ai fait des erreurs. La gestion du trafic, la gestion de ton environnement. Les pneus, c'est- j'imagine aussi qui tout à fait. s'usent. C'est toutes des variantes que font des variables qui font en sorte que un pilote peut être très rapide tout seul, mais quand il est autour de quelqu'un, ça marche pas. Donc c'est là aussi qu'on utilise les résultats des saisons passées pour classer quelqu'un dans X. Dans quelle bonne catégorie devrait être voilà. là? Parce que d'être seul sur la piste, on est là puis on essaie de battre notre temps tout le temps. Ouais. C'est automatique. Il y a un petit compteur là, quand la lumière est verte, c'est parce que ça y est, je m'améliore. Tout à coup, une roue à côté, tu recules. Mais quand tu es en situation de course, il y a tellement de choses à gérer. Les départs, les pit stops. Puis comme Alain dit, la pression, moi, il y a des pilotes, je le sais, quand c'est eux autres qui arrivent en arrière de moi, je les connais. Il y a des pilotes qui ont une réputation plus agressive. Il y en a d'autres que... C'est d'excellents pilotes. Au niveau où on est, là, il y a beaucoup de gestion qui est faite par l'organisation pour minimiser les incidents. Donc, les pilotes ont des permis de conduire. Toutes les courses sont revues par des commissaires. Un peu. Permis de conduire de course? Ouais. Oui. Ouais, effectivement, puisque dans la vraie vie, c'est un accident avec un véhicule, ton permis de conduire, ben, ça va être ton portefeuille parce que ça va coûter cher si tu as endommagé ton véhicule. Dans le virtuel, ben, tu fais juste escape puis tu recommences. Le char est neuf, là, c'est ça. Donc, il n'y a comme pas vraiment de conséquences. Une façon qu'on a trouvée, c'est qu'en ayant un permis de conduire, c'est que si tu commets une erreur, la grande majorité, je dirais 99,9% des incidents, c'est jamais volontaire. C'est un accident. Mais il faut apprendre de ces erreurs-là pour s'améliorer. Et donc, quand il y a une erreur, ben, parfois, tu peux avoir une pénalité. Et c'est des points, un peu comme au Québec, les permis de conduire, tu as des points. Et après un certain nombre de points, ben, on a des conséquences. Des conséquences qui peuvent être la prochaine course, tu ne pourras pas faire la qualification. Oh. Donc, tu pars en fond de grille. Quand il y a 46 voitures à remonter, bonne chance. C'est beaucoup. Voilà. Donc, ça, c'est une des pénalités. Une autre pénalité, ça peut être que tu pars de la ligne de puits. Donc, c'est même pas sur la grille, c'est tu pars de la ligne de puits. T'as encore moins de chance. Et on peut aller jusqu'à la prochaine course. Malheureusement, tu ne pourras pas prendre part. Donc, on essaie quand même que les gens soient un peu responsabilisés. Ben, c'est correct, parce que dans la vraie course, comme tu disais si bien, il y a aussi le volet blessure. Il n'y a pas juste le volet argent, mais si tu te plantes en voiture de course à des vitesses, tu peux te faire mal. Il y a ça que tu n'auras pas non plus dans le simulateur. Avec la crainte de te blesser ou la crainte de créer un accident, tu ne l'as pas vraiment quand tu es en simulateur. Voilà. Fait que c'est important d'avoir un... Ouais. Dans le calendrier, est-ce qu'il y a... parce que là, je comprends, c'est des courses, tu as accès au qualif, tu n'as pas accès au qualif. Combien de courses vous faites par année? Donc, nous, on fonctionne par saison. Comme Claude disait un petit peu plus tôt, on a la saison d'automne-hiver qui va normalement autour du mois de septembre au mois de décembre. On arrête pour le temps des fêtes et on repart fin janvier jusqu'à début mois de mai, milieu mai. Okay. En gros, on a 8 courses. Okay. Et la façon que nous, on fonctionne, c'est on a une course une semaine, on prend une semaine de pause,
on prend une autre semaine de course, une semaine de pause, et ainsi de suite. Donc, c'est une des choses que à chaque année, à chaque saison, on demande aux pilotes vers où on veut s'aligner pour le futur. Et ça revient comme un des éléments qui aiment des pouvoirs, c'est avoir 2 semaines pour se pratiquer pour une course. Ouais. Ça l'aide beaucoup. Donc, ils vont pouvoir se pratiquer en solo. Après ça, ils vont pouvoir embarquer dans le serveur qu'on met en disponibilité pour tout le monde. Et les soirs, les gens vont se rencontrer. Hey, 8 heures, ça vous tente-tu? Puis les gens vont aller conduire ensemble. C'est ça, parce que moi... C'est l'aspect de communauté qui est tellement important. Ben, Tu sais, on a fait la qualification. c'est ça. Là, il y a une zone tampon d'à peu près une semaine où tout le monde est impatient de savoir dans quelle catégorie ils vont être. Je vais être un pilote AM? Est-ce que je progresse de AM à Silver? Est-ce que je deviens pro? Une fois que ça c'est sorti, l'autre grand moment excitant, cette année, ça s'est fait un peu plus tôt, c'est l'annonce des pistes. Sur quelles 8 pistes on va courir pendant la saison? Ça me donne la chance d'y pratiquer. Fait que c'est ça. Fait que il y a des pistes avec lesquelles tu es plus familier. T'sais, on a commencé à Silverstone, on a fait Barcelone. Hier soir, c'était Watkins Glen. Dans 2 semaines, c'est Spa-Francorchamps. Puis on connaît les pistes déjà d'avance. Fait qu'il y a des pistes avec lesquelles des pilotes sont plus familiers. Il y a des pistes qu'on va être obligés de découvrir, même si ça fait plusieurs saisons. Il y a des pistes, c'est la première fois qu'on va y aller. Fait que pour plusieurs, c'est une découverte. Surtout les pilotes AM qui n'ont jamais couru dans un environnement structuré, avec un permis, des qualifications, des points. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il faut que tu respectes les règles. Il y a des règles à respecter. D'ailleurs, les points, le permis, c'est 10 points au départ de la saison. Et s'il y a un incident pendant les 2 premiers tours, la pénalité en points est doublée. Donc, on veut s'assurer que pendant les 2 premiers tours, il n'y a pas des dive bombs, il n'y a pas du monde qui essaye de gagner 4 positions dans le premier virage. OK, fait que c'est ça, on joue. Ben, c'est ça, c'est structuré. Moi, vois-tu, quand tu me parlais de l'horaire tantôt, Alain, tu me disais, tu sais, aux 2 semaines, on fait une course et compagnie. Il y a les qualifs, on dirait que là, une des choses qui m'allume, c'est dans le fond, c'est quand même engageant. Faut vouloir s'impliquer, là. C'est pas pour quelqu'un qui se dit, une fois de temps en temps, je vais me connecter. Non, l'idée, c'est que tu fais partie d'un réseau, tu fais partie d'une organisation qui a des plateformes, puis il faut que tu embarques dedans, puis tu t'embarques dans le train. Oui, tout à fait. Et évidemment, ça reste un hobby, puis les gens ont des enfants, ils ont des familles, ils ont des travails. Ils ont des travails, effectivement. Plusieurs ont des jobs. Donc, le fait d'avoir un certain temps pour pouvoir se pratiquer sans trop de pression, c'est quelque chose qui est très, très, très aimé par les gens. C'est le fun, puis c'est comme un rendez-vous bimensuel. Dans le fond, là, tu dis 2 fois par mois. C'est la fin de semaine, vous faites ça, la semaine? C'est sur ACC, la catégorie dans laquelle moi je pilote, c'est le jeudi soir. Donc, à toutes les 2 semaines. Fait qu'il y avait une course hier, la prochaine, c'est dans 2 semaines. Combien de temps ça prend une course? Mettons que tu la gagnes pas, mais que tu l'as fait au complet? C'est une course d'1 heure. Toutes les courses sont d'1 heure. Et la soirée de course, comment ça se passe, là? Juste pour t'expliquer, étant donné que tu vas devenir pilote chez nous. Écoute, tu as fait tes qualifications, tu as choisi ta voiture, tu as fait tes qualifs, le calendrier est annoncé. Première course de la saison, tu te pratiques pendant 2 semaines, seul chez vous à l'occasion, souvent sur le serveur de GT. Tu commences à communiquer avec les autres pilotes pour avoir des trucs. Il y a beaucoup d'entraide. Les pilotes pros vont donner constamment des conseils aux pilotes qui ont moins d'expertise. Souvent, les 5 ou 6 pilotes vont se regrouper sur la piste en même temps on appelle ça rouler en pack. On roule door to door, on fait des tours de circuit pour s'assurer qu'on connaît bien la largeur des voitures, l'endroit où on peut dépasser. La façon que ça se procède, une soirée de course, la course, moi, j'embarque sur le simulateur à peu près à 7h20. Je m'assure que tout fonctionne, les écouteurs sont chargés, la souris est chargée, j'ai tout ce qu'il faut. 7h30, il y a un serveur de pratique qu'on appelle les essais libres, qui est mis à disposition par EGT avec les conditions de la course. Fait que les pilotes embarquent sur ça, tu peux embarquer à n'importe quel moment, mais ça va servir pour bâtir la grille de qualification, dans quel ordre les pilotes vont se qualifier. Fait qu'hier soir, il y avait 44 ou 45 pilotes. Ah, quand même, OK. Il y a beaucoup de joueurs. Oui, effectivement, on a déjà eu des saisons où on a eu une centaine de pilotes on avait tellement de pilotes qu'on était obligé de faire un mercredi puis un jeudi. Présentement, avec cette course compétitionnelle, c'est un petit peu plus tranquille. Donc, on a fait juste qu'est-ce qu'on appelle un split, et c'est les jeudis. Et donc, ça commence à 7h30 comme Claude disait. Et vu que on a trop de pilotes,
pour la même section des pistes, on a décidé de diviser la grille en deux. Donc, les 25, on va dire qu'ils sont 50, les 25 plus lents vont aller en premier et les 25 qui sont plus rapides vont aller en deuxième phase de qualif. Et la qualification, ça dure 10 minutes. Okay. Ça fait que ceux qui, pendant les essais libres, se sont qualifiés de la position de 25 à 50, par exemple, vont partir, ils ont 10 minutes pour réaliser des tours. Puis c'est pour ça, c'est important que le EGT a bien conçu la qualif de façon à ce que les 50 pilotes essaient pas de se qualifier en même temps sur la piste. Sur une piste, c'est pas Francorchamps qui dure 2 minutes 20. Ça veut dire qu'à chaque 3 secondes, tu as une voiture, mais c'est une piste comme Brands Hatch qui est une minute 30. Ouais. Écoute, il n'y a pas 2 secondes entre deux voitures. Ça fait qu'il faut vraiment diviser le nombre de pilotes pour qu'il y ait un peu plus d'espace pour qu'un pilote rapide ne rattrape pas, qu'il ne soit pas ralenti pendant sa qualif par un pilote plus lent. C'est un petit peu plus équitable. Ben oui, je comprends. Plus équitable. Ça fait que la qualification, ça dure 20 minutes total. 10 minutes et 10 minutes. Ouais. 10. Ensuite, on prend notre position sur la grille. Et là, c'est la course. En fonction de la météo, on s'assure que nos setups sont corrects. C'est tellement incroyable. Il y a tellement beaucoup de variables. Parce que hier, en plus, on était à Watkins Glen. La course, ça commence à 6-7 heures le soir. Il fait clair, il fait chaud. On sait que ça va finir la nuit. Donc, quand tu vas faire ton pit stop, il faut que les pneus que tu vas embarquer sur la deuxième phase soient déjà un peu plus chauds, parce que les pneus sur les GT3 ont des couvertures chauffantes. Ça fait qu'il faut que les pneus soient un peu plus chauds pour t'assurer que la baisse de la température n'ait pas un impact sur les performances. Et en plus, hier, il fallait que tu aies des setups additionnels parce que ça se peut qu'il pleuve. Ouais. La météo était incertaine. Il y avait on appelle ça randomness. Il y a un peu de... Aléatoire. Aléatoire. Météo aléatoire. Ça fait que ça se peut qu'il pleuve. Souvent, la course, c'est dans une météo stable, mais hier soir, ça se pouvait qu'il pleuve. Il y a comme un autre calcul à faire stratégique. C'est-tu toi, Alain, et ton équipe qui faites les préparations ou qui préparez les courses en conséquence? Tout est fait en amont. En conséquence de que les commissaires, les serveurs soient prêts pour la journée X ou Y, et on sait à quoi s'attendre. Donc, on sait qu'il va y avoir telle température, on sait quelle piste, à quelle heure. On a évidemment des demandes des pilotes qui voulaient justement un peu plus de conditions aléatoires, parce qu'on peut mettre sur le serveur que ça soit toujours la même heure, toujours la même lumière, toujours la même température. Oui, c'est ça. Mais là, vous autres, vous amusez avec ces intempéries-là un peu pour rendre ça un peu plus challengeant pour les pilotes. Là. Donc, c'est qu'est-ce que... Nous, on est à l'écoute des pilotes et ils voulaient plus des météos plus difficiles. Et donc, des fois, c'est la question de lumière, des fois, c'est une question de la pluie. Et hier, ils ont eu un petit peu de deux. Donc là... et pour le photographe en moi, d'avoir des courses en fin de journée quand le soleil se couche, ou le matin très tôt, plutôt qu'une course à midi où il n'y a pas d'ombrage puis que le soleil est trop fort. On fait toujours des plus belles photos quand les courses sont le matin ou le soir. Mais là, je viens d'allumer, moi. Là, tu dis t'es photographe, là, mais t'es pas sur place, là. T'es pas sur la piste en train de prendre les voitures en photo, là. J'y suis. Mais c'est quoi être photographe virtuel? En fait, si on revient à la course, quand la qualif est finie, les voitures s'alignent, on fait les setups et la course dure 60 minutes. OK. Là, ça Chaque course dure 60 minutes. Ça mettons 1h30. Là. Tu te dis, tu as une demi-heure, de 7h30 à 8h, tu prépares les qualifs, tu fais tes tours libres, tu fais tes affaires, tu prépares ton setup. Ouais. Après ça, tu décolles à 8h, puis c'est à 9h, c'est coucouche pagné. Là. Non, à 10h moins quart. OK, quand même. Okay. Ça s'étire un peu. Après ça, y a-tu le champagne à la fin de tout? Il y a quand même des gens qui vont fêter, parce que la course est finie. Mais on peut aller voir qu'est-ce qui est arrivé dans la course, les moments saillants de qu'est-ce que nous, on a vécu. Okay. Parce que quand on est pilote, on a juste qu'est-ce qui... T'es concentré sur ta course. Ben oui. Mais t'as pas nécessairement ton ami qui, lui, il est à 7e place. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Pourtant, il avait qualifié 5e. Pourquoi il s'est retrouvé 7e? Donc, il y a des gens qui... Ces moments forts, là. Ils vont revoir ça. Et sur la diffusion YouTube, en général, les gagnants de chacune des catégories, amateurs, silver et pro, sont interviewés live par les commentateurs. Ça fait que parle-nous de ta course hier soir, ce soir, comment ça s'est passé? As-tu changé tes pneus ou t'as gardé les mêmes pneus? Parce que quand on fait un pit stop et on ne change pas les pneus juste pour mettre de l'essence, on est obligé de mettre un minimum de 1 litre d'essence. Et que tu mettes 1 litre ou 30 litres, ça prend 25 secondes. Si tu changes les pneus, c'est 5 secondes de plus. Ça fait qu'hier, il y a des gens qui ont peut-être, pour
s'assurer d'avoir un edge de 5 secondes sur le pit stop. On peut changer les pneus, c'est peut-être arrivé. Quoique la piste de Watkins Glen est assez exigeante sur les pneus. Mais il y a toute une stratégie. Puis quand la course se termine, évidemment, on fait tous le tour à la fin, on revient au puits, puis là, les commentateurs vont demander aux pilotes de se connecter et d'avoir une interview live. Ouais. Fait que là, toi, tu peux l'entendre de chez vous, l'entrevue, dans le fond. Absolument. Fait que toi, t'es chez toi, tu peux voir l'entrevue aller. Là, dans l'année, vous faites des courses comme ça, on roule des courses, mais à la fin, j'imagine qu'il y a comme le championnat, ou ou comment ça fonctionne? On cumule des points dans l'année, puis à la fin, on fait les grands gagnants? On fonctionne avec un grille de points. Donc, chaque course, les pilotes qui peuvent finir en première place a X nombre de points. Comme dans Mario Kart, là, tu finis dernier, t'as 0 points, tu finis effectivement. C'est exactement, on essaie de reproduire un peu ce qu'il y a dans la vraie vie. Et J'ai pris Mario Kart en exemple, mais je joue avec ça avec mon fils présentement, avec c'est ça ma référence. C'est le début. Oui. À la Wii, en plus, il faut tourner le volant. Puis après ça, à la fin de l'année, on va avoir un champion. Puis on a la chance justement d'avoir Claude qui va avoir pris de belles photos des champions. Puis on va sur les réseaux sociaux. Donc, on a notre page Facebook. Donc, on va publier les résultats, on va publier les photos. Ça permet aux gens, à la famille, de voir un peu qu'est-ce que leurs amis, leurs familles ont vécu, ils vont pouvoir en parler avec des collègues de travail. C'est de sortir ça de l'ombre un peu. Oui. Parce que c'est pour ça que j'étais content qu'on se parle aujourd'hui. C'est que, tu sais, j'ai une connaissance qui fait ça, tu sais, qui a vraiment son setup de simulation et tout. Puis j'avais déjà parlé avec des gens qui l'avaient fait à l'époque, il y a quelques années. Mais tu sais, même moi, au début, j'étais comme... OK, là, ça a l'air d'être... Mais là, je comprends que c'est sérieux. Là. C'est pas juste... C'est sérieux, mais c'est friendly non, aussi. Non, mais c'est ça, je le sens comme ça. Je sens pas ça comme étant... c'est l'armée de la course, là, pas du tout, mais quand même, c'est pris au sérieux. Puis ça, je pense qu'il y a une différence entre c'est sérieux et être pris au sérieux. C'est que tant qu'à performer sur des pistes comme ça, puis avoir des belles plateformes, c'est agréable d'être dans un cadre que tout le monde respecte parce qu'au moins, tu peux vraiment voir le talent des conducteurs, tu peux voir le talent des stratégies. T'es pas juste avec des joueurs qui font n'importe quoi puis qui gâchent le plaisir. Pour un pilote, moi, ma plus grande crainte quand je pilote, c'est pas de finir ma course, de finir premier ou de finir dernier. Pour moi, ça a moins d'importance. Pour plusieurs, ça a beaucoup d'importance. Ma plus grande crainte, c'est d'avoir un impact sur la course de quelqu'un qui a pratiqué pendant 15 heures, puis pour lui, gagner le championnat, c'est le plus important. Oui, je comprends. Fait que, ce qu'on retrouve chez EGT, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de respect. Il n'y a rien de mieux que de faire un tour door-to-door avec quelqu'un. Les pilotes se laissent de la place. On sait que quand on est deux, il faut freiner un peu plus tôt pour les courbes. Ça, chez EGT, ça existe. C'est sûr qu'il arrive toutes sortes de situations, mais malgré tout ça, chez EGT, on peut avoir confiance. C'est d'avoir confiance dans le pilote qui est à côté de toi. Ça, c'est grâce au cadre qui a été mis autour. Oui, tout à fait. Et le fait qu'ils peuvent rouler en pratique pendant la semaine, ça leur permet, comme il dit, de pratiquer, mais ça fait un effet de communauté d'entraide. Donc, les gens vont s'entraider et quand il vient le temps de la course, et si malheureusement tu as un incident avec quelqu'un, souvent, c'est la première chose qu'ils vont faire. Ils vont arrêter la course parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Leur véhicule est trop endommagé. Et la deuxième chose qu'ils vont faire, c'est après avoir appuyé sur Escape, c'est aller dire « Hey, je m'excuse, j'ai vraiment pas voulu te rentrer dedans ou j'ai pas voulu me placer là. C'est un accident. J'ai juste glissé. » Et donc, tout ça. Et donc, tout passe beaucoup par le respect. Donc, tu sais, l'intention est jamais là de faire mal ou endommager la voiture de quelqu'un parce que hey, il m'a rentré dedans, je vais rendre l'appareil. C'est pas ça qu'on retrouve. Tu sais, tantôt, on disait à la fin, il y a les gagnants qui sont là, mais j'imagine que dans la communauté, c'est un peu... c'est pas très grave qui gagne plus que c'est le fun de savoir qui a réussi à se distinguer. Y a-t-il des prix aussi d'associés? Oui, on a des prix quand même. On a des commanditaires, donc ils reçoivent des prix de carcados, des trucs comme ça. Il y en a certains qui reçoivent carrément de l'argent. Ah, oui. Donc, c'est pas des grosses bourses. C'est juste une façon de dire bravo. Bravo d'avoir participé. T'as mis X nombre d'heures, puis on reconnaît le travail qui est derrière cette victoire. Voilà, là, exactement. Et puis, on fait un tirage. Donc, parce que c'est pas tout le monde qui a le temps de mettre autant de temps pour pratiquer et gagner un championnat. Il y en a certains qui sont là toutes les courses. Ils ont fini toutes les courses. Ils ont été très, très actifs dans la communauté. Il faut se trouver un moyen de récompenser. Et donc, on fait des tirages. Donc, si tu as compétitionné et tu as fait tes 8 courses,
ton entrée au tirage. C'est comme une ligue de balles molles, mais à la place, c'est que tout le monde conduit des voitures. Tu sais, c'est intéressant, pareil, quand tu y penses une seconde. Là, tu sais, ça donne cette chance-là. Question pour vous deux, parce que Alain aussi, toi aussi, tu compétitionnes, c'est ça que je comprends? Moi, parce que je veux pas faire l'organisation. C'est beaucoup de temps. Ça me demande beaucoup de temps. On a la vraie vie, évidemment, bien donc sûr. Les travails conjoints, etc., etc. Mais dès que je peux, j'embarque sur le véhicule. Ouais, les deux, tu l'as fait, puis Claude, tu le fais encore hier, tu étais en train de courser. Est-ce que pour vous, c'est comme une manière d'avoir réalisé un petit rêve de faire de la course automobile? Oui. Puis ça calme une passion. Pas ça calme une passion, mais ça nourrit une passion. Mais d'un autre côté, ça assagit sur la route. C'est drôle parce que j'ai commencé à faire ça il y a 5 ans. Puis ma conjointe trouve que je conduis mieux et moins vite maintenant sur la route parce qu'elle sait que si je veux aller vite, j'ai toujours ma McLaren qui est là. Ouais. Toujours Spa qui est prêt à m'accueillir. Puis où je peux aller à 276 km au bout du Camel Straight. Ouais. On devrait mettre ça dans les cours de conduite. À cette heure, Seigneur, si ça peut calmer le monde un peu, ce serait bon ça. Ça serait pas mal. Crème. Puis encore là, une petite parenthèse aussi, il y a des simulateurs, ça s'appelle Farm Simulator. Donc tu peux conduire un tracteur. Il y a des 53 pieds que tu peux conduire. Ouais, il y a Truck Simulator. Des amis qui sont là-dessus. Il y a toutes sortes de... Voyons, c'est quoi le jeu aussi? T'es dans le bois avec des VUS, là, tu te promènes. Moi, j'amassais ça. Voyons, j'ai joué. C'est SnowRunner. SnowRunner qui est vraiment agréable aussi. Il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles les gens peuvent apprendre, se défouler. Il y a des gens qui sortent de ACC où il y a quand même des règles. Tu dois pas foncer dans tes adversaires. Puis ça, c'est pas comme ça qu'on gagne les courses. Mais après ça, ils vont faire une course en tirant une roulotte sur Wreckfest. Ouais. Là, c'est comme... C'est le fun, Wreckfest. Ouais, c'est le fun aussi. J'aime ça aussi, ce jeu-là. Ouais, c'est ça. Ça ouvre des possibilités. C'est ça qui est le fun. Mettons, pour se laisser là-dessus, c'est quoi on dit à quelqu'un qui a eu de l'intérêt aujourd'hui, là, qui vous a entendu parler de ça, qui se dit OK, là, je fais quoi? Là, je me lance. Qu'est-ce qu'on dit pour l'encourager à passer à l'acte? Donc, meilleur moyen, c'est de venir voir notre site web, egtcanada.ca ou .com. Et puis, là, on a les liens pour les différentes façons de nous rejoindre, que ce soit par YouTube, la page Facebook. Pour des personnes qui sont peut-être pas à l'aise avec les jeux vidéo, il y a une plateforme qui s'appelle Discord. Donc, c'est une plateforme qu'on utilise beaucoup pour communiquer. Venez nous rejoindre sur Discord. Sinon, Messenger, on va vous aider. Il y a toujours quelqu'un prêt pour vous aider. Fait que c'est pour tout le monde qui a envie de se lancer là-dedans. Pour tout le monde, puis il faut revenir au coût de base. L'inscription pour une saison, c'est pas très cher. Puis l'inscription... C'est 50$ pour un championnat. Quand on compare avec d'autres hobbies, c'est pas mal plus dans les plus bas. Parce que t'allais me dire genre 500. Là. Non, juste pour te dire, c'est 50$. Puis moi, l'année dernière, j'ai pas gagné de course, mais j'ai gagné au tirage, j'ai gagné 100$. Fait que c'est remboursé. Fait qu'il n'y a pas de stress de ce côté-là. Mais là, Claude, tantôt, t'as évité une de mes questions, là. Oh, j'ai évité. Ben oui, je voulais savoir comment tu faisais pour prendre les photos, parce que là, on parle de photos depuis tantôt, puis on n'arrête pas de louanger tes talents de photographe. Conduis de la main gauche, puis prendre la photo avec la main droite. Mais c'est quoi les photos que tu prends? Dans le fond, c'est des screenshots? Oui, en fait, c'est ce que ma blonde me dit. Elle dit, Claude est parti prendre ses screenshots. En fait, ce qui arrive, c'est que ACC, c'est un jeu qui existe depuis longtemps et ils ont perfectionné à l'intérieur du jeu un module pour immortaliser les moments les plus marquants des courses. Fait que comment ça se procède? C'est que quand la course se termine, mettons comme hier soir, là, l'ensemble de la session, ça a duré 1h10, le système enregistre automatiquement le replay de la session. Okay. Et moi, en tant que photographe, ou n'importe qui peut choisir n'importe quelle voiture, s'asseoir dans la voiture, voir comment les autres pilotes font. Tu peux regarder la reprise de la course en entier avec différents points de vue. Tu peux être à l'extérieur de la voiture, à l'intérieur de la voiture. Et il y a un mode qui s'appelle photo où, en cliquant sur quelques touches, tu peux physiquement prendre une caméra, la mettre n'importe où, puis à partir de là, gérer l'éclairage, la vitesse d'obturation, le focus. Tu peux gérer, ceux qui connaissent la photo, là, le zoom. L'ISO, tu peux tout gérer. Tu peux tout gérer et tu peux sortir des clichés qui sont assez fantastiques. C'est vraiment surprenant. Il y a des gens à qui je montre des photos, là, ils pensent que c'est des vraies images. Puis c'est le simulateur qui... Puis ça, ce qui est important, c'est que ça met beaucoup en évidence les plus belles batailles pendant une course. Puis il n'y a pas un pilote
qui s'est battu pour une position, qui n'est pas content de voir la photo de sa voiture avec son concurrent door-to-door sur les pecs. Puis, les pilotes mettent aussi beaucoup de temps dans le design de la voiture, la livrée, la mise en évidence des sponsors. Il n'y a pas deux autos pareilles, là. Tout ça s'est mis en évidence. Puis moi, après chaque course dans laquelle je participe sur ACC, j'utilise ce replay-là. Ça me prend entre 2 et 3 heures, peut-être. Je sors 25-30 photos que je publie sur Facebook le dimanche qui suit la course. Donc, on a eu une course hier, puis dimanche à 7 h du matin, les photos vont être là. Je fais toujours un teaser, je n'ai fait un tantôt. Préparez-vous, 7 h dimanche matin, je vous attends sur Facebook, puis les photos vont être publiées. Ah, voilà. C'est trippant d'entendre Claude dire ça. On dirait que c'est rempli de passion, puis c'est rempli de... C'est vraiment... C'est le fun. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir aujourd'hui, les gars. J'apprécie beaucoup. Ça m'a donné 100% la piqûre, là. Comme là, il va falloir que j'essaye ça au moins un minimum, je sais pas. À toute fois que j'ai des gens intéressants au podcast, je dis tout le temps que je vais le faire, l'affaire, là, mais je suis occupé, là, ça va de bon sens, là. J'ai plein de rendez-vous à faire. Donc, bref, merci d'avoir pris le temps. Puis, tu sais, si jamais les gens veulent savoir, EGT Canada, on le dit souvent le nom, mais c'est trouvable un peu partout, donc sur Internet et compagnie. Puis, gardez cette passion-là. C'est le fun de voir que la course professionnelle est accessible aussi pour tout le monde du moment où on veut. Tu sais, si on veut s'impliquer, si on a envie de développer notre hobby, il y a des solutions qui existent maintenant. Tout à fait. C'est génial. Merci beaucoup, les gars. Ça fait plaisir. Et moi, je vous remercie d'avoir été à l'écoute du podcast RPM. Merci infiniment d'être là. À vrai dire, c'est grâce à vous qu'on peut faire ce podcast-là. Donc, merci d'être bien branchés. Et je veux toujours remercier aussi nos 3 commanditaires, Canadian Tire, Albi Occasion et Oxio. Merci à vous d'être là. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Ce podcast vous a été présenté par Canadian Tire, notre garage, par Albi Occasion, avec le meilleur taux, on vous attend, et par Oxio, vendez sans tracas.